coup, je vous propose de commencer. Alors, moi, je vous vois vraiment en tout petit, hein. Donc, bon, mais c'est pas grave. Quand j'aurai fini la présentation, on pourra repasser en plus grand. Donc, ben, merci à Marie-Dominique, hein, de m'avoir invitée pour présenter ce sujet-là, qui me paraît important. Effectivement, on avance sur les questions de la génétique et puis également de la génomique. Et on arrive un peu à un virage où on se pose la question de déployer un peu plus en routine les divers outils qui pourraient être offerts par les nouvelles technologies qui sont en train de se développer. Et donc, voilà, l'objet de ma présentation, c'est de vous montrer qu'éventuellement, côté poney, on peut travailler sur ce sujet-là et pour envisager un peu l'avenir avec des outils nouveaux et plus performants. Alors, quels sont les derniers points qui ont permis ces avancées ces dernières années? La grosse avancée que l'on a eue, c'est en 2009 avec le séquençage complet d'une jument pur sang, qui a permis d'avoir une meilleure connaissance de l'ADN des chevaux et surtout de la variabilité que l'on pouvait observer sur le génome du cheval. Parallèlement à cela, on a de nouveaux outils qui se sont développés, avec notamment ce que l'on appelle les puces SNP. Alors, ces puces n'ont rien à voir avec les transpondeurs, hein, qui sont apposés dans l'encolure des chevaux pour l'identification. Par contre, c'est un outil qui nous permet d'avoir des informations ciblées sur un grand nombre de marqueurs de l'ADN des chevaux, des poneys, des ânes, etc. Et donc, c'est un outil que l'on utilise de plus en plus pour caractériser en fait plus finement les chevaux, en tenant compte de ce que l'on observe au niveau de l'ADN. Alors, comment ça fonctionne? En fait, je pense que vous n'êtes pas sans savoir que chaque individu, chaque animal possède en fait au sein de ses cellules une molécule, hein, assez complexe que l'on appelle l'ADN. Mais en fait, quand on regarde de très près cette molécule d'ADN, elle est finalement structurée, on pourrait presque dire assez simplement, comme étant un empilement qu'on voit ici. Je ne sais pas si vous voyez bien ma souris. Voilà, un empilement qu'on voit ici, qui sont constitués de bases, hein, de nucléotides. Et en fait, finalement, nous n'en avons que 4 possibles, hein, de ces bases: la cytosine, la guanine, l'adénine et la thymine. Et en plus, elles ont la particularité d'être toujours associées par paire. Ce qui fait que finalement, lorsqu'on s'intéresse beaucoup plus précisément à ce que l'on est capable de voir, d'observer au niveau du génome, eh bien, sur toutes ces petites barres qui constituent la molécule d'ADN, soit on a une association T et A, de la thymine avec l'adénine, soit on a une association de la guanine avec la cytosine. Et puis finalement, c'est seulement ces 2 possibilités que l'on peut observer. Alors, ce qui fait la grande variabilité que l'on observe chez les équidés, comme d'ailleurs au sein de toutes les autres espèces, c'est le fait qu'on a plus de 2 milliards de combinaisons possibles au niveau de chacun des barreaux des cellules, des 32 paires de chromosomes, ce qui fait qu'on a une grande variabilité qui existe en fait entre chaque individu. Actuellement, en ce qui concerne les contrôles de filiation, on utilise une technique particulière qui est la technologie des microsatellites, qui regarde en un nombre assez limité de points. On a 14 marqueurs qui sont utilisés. Et en fait, ce que l'on regarde, c'est des séquences complètes de ces bases de nucléotides. Et on regarde ça en 14 points du génome. Finalement, avec la technologie des puces SNP dont je vous ai parlé à l'instant, on va pouvoir, de l'autre côté, regarder non plus ce qui se passe à nouveau sur des séquences complètes, mais vraiment en ces points très ciblés du génome,
avec la possibilité de regarder ça sur un très grand nombre de points différents. Ça peut être 150 points, ça peut être 10 000, 50 000. On peut même aller jusqu'à 670 000 points, voire même chez les bovins, on est arrivé des fois à séquencer certains taureaux tout à fait complètement sur tout leur génome. Donc, on a des ouvertures du coup bien plus importantes avec cette nouvelle technologie qui s'offre à nous et qu'on a pour le coup déjà utilisée dans des projets de recherche. À quoi ça peut servir ces puces SNP? Eh bien, le gros intérêt, c'est que ça sert, comme les microsatellites, à gérer et à certifier l'état civil. C'est-à-dire, aujourd'hui, alors peut-être que vous n'avez pas conscience que c'est la technologie des microsatellites qui est utilisée, mais aujourd'hui, les contrôles de filiation sont faits avec cette technologie des microsatellites. La technologie des puces SNP va permettre également de regarder très finement ce qui se passe au niveau du génome pour pouvoir contrôler si c'est bien le bon père et la bonne mère qui ont été déclarés pour tel ou tel poulain. Mais, autre particularité, avec ces mêmes puces SNP, sans avoir besoin de travailler plus que ce dont on aura besoin pour les contrôles de filiation, il sera également possible de caractériser de façon très objective, notamment tous les gènes majeurs, tous ceux que vous connaissez déjà, par exemple la myotonie qui a été mise en évidence chez le New Forest, tous les gènes de coloration d'Europe que certains d'entre vous utilisent peut-être déjà, le gène BEL, le gène alzan, les gènes crème, etc., qui peuvent des fois être utiles quand on veut produire certains types de patrons d'Europe, et puis éventuellement aussi aider à éviter les combinaisons qui vont faire s'exprimer certains gènes indésirables, comme la PSSM, la myotonie dont on parlait à l'instant. On a aussi la possibilité d'avoir des informations sur des gènes d'aptitude. Alors là, j'avais parlé de la myostatine, c'était plus chez les pur sang que c'était intéressant, mais je pourrais aussi vous citer, on en redira un petit mot tout à l'heure, ou les gènes de la taille qui pourraient plus particulièrement intéresser évidemment les poneys. Autre possibilité, on a une étude actuellement en cours sur les races de la SFET, les races de travail, c'est de développer des outils qui permettent de gérer plus précisément et de façon plus fiable la diversité génétique des populations, notamment pour estimer la consanguinité ou définir quels sont les ancêtres majeurs de la race et puis leur importance au sein de telle ou telle race. Aujourd'hui, la diversité génétique, elle n'est gérée qu'au travers les pédigrés et donc avec toutes les approximations qui peuvent être faites avec l'utilisation des pédigrés, même si ça nous donne des résultats déjà tout à fait pertinents. Et puis enfin, le dernier point que l'on pourrait aussi faire avec les puces SNP, et là encore, sans avoir de travail supplémentaire par rapport à la gestion de l'état civil, c'est de mettre, j'allais dire, en réserve finalement toutes ces informations qui pourraient être générées par l'utilisation de ces puces pour pouvoir les réutiliser si besoin pour trouver des gènes sur des nouveaux critères d'intérêt, notamment en lien avec la santé, le tempérament, les performances, etc. Mais la santé étant une des perspectives quand même très importantes avec ce projet. Alors, quelles sont les évolutions qui vont avoir lieu dans les prochaines années sur les contrôles de filiation? Aujourd'hui, les contrôles de filiation, ils sont gérés par l'ISAC, qui est l'International Society of Animal Genetics, qui est une société savante qui définit toutes les règles internationales pour l'identification et les contrôles de filiation, ce qui permet d'avoir une certaine homogénéité des pratiques au niveau international, ce qui facilite grandement les échanges de reproducteurs et les vérifications d'identité ou de filiation lorsqu'il y a des échanges internationaux. Alors actuellement, la technologie est celle basée
sur les microsatellites, que je vous ai rapidement décrit tout à l'heure, mais dans les très prochaines années, 2002, 2003, c'est pas 2004, non pas 2002, pardon, 2003, 2004, 2005, dans les 3-4 prochaines années, on va être obligé de passer à la technologie SNP. Ce qui est, si on regarde ce qui se passe dans les autres espèces, déjà le cas, par exemple chez les bovins, ça fait déjà plusieurs années qu'ils ne font plus les contrôles de filiation avec les microsatellites, mais qui sont passés à l'utilisation des SNP. Actuellement, l'ISAG a déjà validé un panel de 150 SNP qui permettra le contrôle des filiations. Et donc, on n'a plus qu'à attendre quelles sont les orientations très précises que l'ISAG va donner pour la gestion des contrôles de filiation chez les équidés. Du coup, ça va nous ouvrir de nouvelles perspectives par rapport à ce que nous avons précisé dans la diapo précédente, c'est-à-dire qu'avec cette nouvelle technologie, non seulement on pourra utiliser les résultats pour vérifier les filiations, mais on pourra également gérer simultanément et au départ, j'allais presque dire sans frais supplémentaires. Après, tout dépendra évidemment quand même de ce que l'on fera, des informations complémentaires dont on disposera. Ça permettra également d'avoir une caractérisation objective beaucoup plus précise et de faciliter la recherche. Après, ce qui est important à savoir, c'est que les deux technologies microsatellites et SNP ne sont pas du tout basées sur les mêmes principes, puisqu'il y en a une qui va regarder des séquences complètes de morceaux d'ADN, alors que l'autre va regarder des points très, très précis et très particuliers au niveau du génome. Donc, les deux technologies, si elles peuvent être effectivement réalisées simultanément, mais de toute façon, ça donnera lieu à à la mise en œuvre de techniques de laboratoire différentes. Donc, ça veut dire que si on les utilise simultanément, ça doublera les coûts des contrôles de filiation. Donc, ce que l'on voudrait, au travers d'un projet de recherche, développement, transfert que l'on voudrait déposer cette année en 2022, et ce que l'on aimerait bien, c'est d'avoir un projet transverse à toute la filière équine, c'est-à-dire avoir dans ce projet-là les chevaux de sport, les équidés de travail qui ont déjà donné leur accord, les trotteurs qui sont aussi partants, les arabes qui s'interrogent, les poneys, j'espère que vous serez partants pour partir dans ce projet-là. Pourquoi tester au préalable la technologie? C'est pour anticiper au mieux cette transition, parce que la transition, si on ne l'anticipe pas, on sera obligé de mener simultanément les deux technologies et bien évidemment, ça entraînera des coûts supplémentaires. Donc, ce projet-là, il a pour objectif de réussir à mutualiser les techniques et du coup à essayer de réduire au maximum les coûts, notamment au moment de la transition. Et si tout le monde arrive à se mettre d'accord simultanément, non seulement on mutualisera les coûts au moment de la transition, mais on les mutualisera aussi au moment des contrôles de filiation et de la caractérisation possible en routine. Donc voilà l'intérêt de ce projet-là. Alors, quels sont les rôles possibles des éleveurs dans le projet? Eh bien, c'est de réussir à motiver des éleveurs pour participer à ce projet-là, être d'accord pour qu'au moment des contrôles de filiation classiques actuels, un peu de sang soit également mis de côté pour participer à ce projet et permettre le développement de cette technologie future. Ce que l'on voudrait aussi embarquer dans ce projet-là, c'est profiter de la mise au point de cette technologie sur les contrôles de filiation, eh bien, que chaque organisme de sélection puisse s'interroger sur l'utilisation possible de ces nouvelles informations
pour développer de nouveaux outils de caractérisation de l'animal, notamment les gènes majeurs dont on parlait tout à l'heure, des gènes par exemple de coloration, des gènes délétères sur la myotonie, etc., tous les gènes que l'on connaît actuellement. Après, autre possibilité, et ça c'est ce qui intéresse beaucoup les races de travail, c'est de voir si on n'a pas moyen aussi d'affiner un petit peu la gestion de la consanguinité que l'on peut observer au sein de certaines races. 3 actions sont envisagées en fait dans ce projet-là. La première, qui vraiment est très transversale à tous les segments de la filière, c'est de finaliser l'étude qui existe, les liens qui existent entre les microsatellites et les SNP. En effet, grâce à d'autres études génomiques que nous avons menées chez les trotteurs, les arabes et les chevaux de sport, on a réussi à mettre en évidence une excellente corrélation possible entre les microsatellites existants et les SNP. Par contre, cette corrélation n'a pas pu encore être montrée ni chez les pur sang, ni chez les équidés de travail, ni chez les poneys. D'où l'importance de cette première étude, que l'on puisse aussi la mettre en œuvre pour que tous les équidés qui sont en contrôle de filiation actuellement puissent bénéficier justement de ces corrélations pour éviter au maximum la cohabitation des 2 technologies, ce qui risquerait de coûter finalement assez cher. L'autre action, c'est ensuite l'action suivante, une fois que les contrôles sanguins sont faits et que le génotypage est fait au niveau sanguin, c'est de transformer les données brutes en informations utilisables. Donc, c'est développer tous les programmes qui seront nécessaires à une bonne valorisation de ces données. Et enfin, la 3e étape, qui devrait vous intéresser aussi, j'allais dire individuellement, au moins au niveau de chaque OAS, chaque organisme de sélection, pardon, chaque OS, mais également au niveau des éleveurs qui souhaiteront participer, c'est de travailler sur le développement et la publication de ces informations pour les rendre accessibles aux éleveurs et leur permettre de mieux gérer leurs animaux. Alors, ces informations, je le répète, ça concerne les gènes d'intérêt, les gènes létaux, les gènes de coloration, etc. Au niveau du protocole, voici un petit peu schématisé comment ça se présentera. Donc, on espère pouvoir obtenir la validation de ce projet-là que l'on va déposer en 2022. On espère l'avoir début 2023, ce qui permettrait de mettre en œuvre les premières campagnes de prise de sang dès début 2023, évidemment sur des animaux dont les éleveurs seraient volontaires. Donc, profiter des prises de sang qui se feront au moment des contrôles de filiation classiques pour pouvoir utiliser la nouvelle technologie, la puce SNP, et ce, en collaboration étroite avec le laboratoire Labeo, qui est le nouveau laboratoire qui a maintenant en charge les contrôles de filiation des chevaux français. On peut envisager aussi à ce qu'il y ait d'autres chevaux dont les propriétaires seraient volontaires, éventuellement des chevaux d'âge, des étalons, des performeurs ou autres chevaux qui pourraient également, à la demande des propriétaires, rentrer dans le projet. Alors, il y a évidemment toute une étude qui serait menée avec nos partenaires, donc l'IFCE, mais ses partenaires classiques que sont l'Institut de l'élevage et l'INRAE pour le calcul des indices et la préparation des fichiers. Et ensuite, on aurait toute une source d'informations qui pourrait être valorisée d'une part au niveau du CIR pour la partie contrôle de filiation et permettre les inscriptions définitives au Studbook, tel que c'est fait actuellement, mais cette fois-ci, vérifier qu'on serait aussi capable de le faire avec les SNP et donc les informations apportées par cette nouvelle technologie. Et ensuite, restituer
à la demande de chacune des OS qui seraient partenaires. Donc là, on avait déjà un peu échangé avec Marie-Dominique Saumon-Latcueil, donc présidente de l'ANPFS, qui serait tout à fait partante pour entrer dans ce projet-là, mais peut-être que d'autres organismes de sélection seraient également intéressés. Le cheval arabe, le pur sang, les trotteurs, le sel français, voilà. Donc, et ce qui permettrait cette fois-ci de réfléchir non pas collectivement, mais bien revenir à une réflexion individuelle de chaque OS pour que chacun puisse décider de la meilleure façon dont les données seraient ou pas valorisées pour aller plus loin dans une caractérisation objective et puis favoriser, objectiver un peu mieux les accouplements raisonnés. Alors, quelle est la possibilité de participer à cette étude? Évidemment, toutes les OS qui souhaitent y participer sont les bienvenues, au contraire. Pourquoi accepter les poneys dans cette étude? Tout simplement parce que les poneys sont des équidés qui font partie du système général de gestion de l'information via CIR. Donc, ils sont bien évidemment complètement concernés par cette transition. L'objectif, c'est bien de faciliter la transition technologique et bien évidemment, du coup, d'en réduire, si possible, les coûts. Et puis, l'autre objectif aussi très important, c'est de profiter de toute cette transition pour disposer d'informations plus fiables, complémentaires, pour mieux gérer les accouplements. Alors, avant de passer aux questions, ce que je vous propose, c'est ce que m'avait demandé Marie-Dominique, c'est de peut-être faire un focus sur les informations qui sont susceptibles de vous intéresser directement et qu'on pourrait valoriser au mieux au travers de ce projet-là. C'est faire un petit focus sur les gènes majeurs que l'on connaît actuellement, c'est-à-dire les gènes qui ont une très forte action sur le phénotype de l'animal, qui peuvent entraîner, on les classe généralement en plusieurs groupes, qui peuvent entraîner des anomalies. Donc, généralement, ce sont des gènes que l'on ne recherche pas. On a le gène d'immunodéficience ou l'atrophie cérébelleuse qui sont surtout présents chez les Arabes, mais certains des poneys, notamment les poneys français de sel, ayant à certaines époques utilisé pas mal des croisements avec les Arabes, ils sont susceptibles aussi d'être présents dans ces populations poneys. L'amyotonie, qui était assez typique qui avait été mis en évidence en tous les cas chez le New Forest et qui est aussi susceptible du coup de se retrouver chez les poneys qui utilisent des croisements. Alors le BJ vous concerne moins, ça concerne plus les races de trait. La PSSM concerne certaines races de poneys. On l'a retrouvé mis en évidence notamment chez le Haflinger, mais pas seulement. Le gène du poulain fragile, qui lui a été beaucoup plus mis en évidence chez les chevaux de sport. Et puis le gène HWSD qui avait été mis en évidence chez le Connemara, qui est le gène de fragilité des sabots chez le Connemara. On a ensuite tous les gènes qui sont des gènes, on va dire, plus d'apparence, les gènes de coloration notamment, où on a déjà un grand nombre de gènes qui ont été identifiés et sur lesquels on peut avoir des informations non négligeables si on veut souhaiter justement gérer au mieux la coloration des robes. Et puis enfin, des gènes d'aptitude spécifiques, le DMRT3, c'est le gène de latéralisation des allures, donc qui est surtout utilisé chez le trotteur. Le gène de la myostatine, lui, c'est le gène du développement musculaire qui sert plutôt chez le pur sang ou chez le quarter horse pour définir les chevaux qui sont capables de courir vite sur des courtes distances, mais celui qui va vous intéresser surtout, je pense, chez les poneys, ce sont les gènes de la taille. Alors, on a un site, ça éventuellement, pour ceux qui vraiment sont très motivés et veulent en savoir plus, qui répertorie justement tous les gènes majeurs qui sont mis en évidence dans les différentes espèces. C'est un gène australien qui est généralement bien alimenté et bien à jour. Donc voilà, donc ça, je vous les remis ici.
Est-ce que les poneys sont concernés évidemment par ces gènes? La réponse est oui, je vous l'ai déjà un peu dit. Donc pour le gène de la taille, on a des tests moléculaires qui vont bientôt être disponibles. Certains d'entre vous ont dû participer à une étude et là j'espère, hein, j'ai revu avec mon collègue Bernard Dumont-Saint-Priest que les rendus devraient vous être remis incessamment sous peu. Le chercheur Éric Barré qui a travaillé sur cette partie-là a effectivement bien mis en évidence 2 marqueurs plus spécifiques sur les 4 qui avaient été indiqués par la bibliographie. Et donc, des tests moléculaires vont bientôt être disponibles pour justement mieux gérer ces gènes de la taille. Un autre qu'on va voir un peu plus précisément qui est celui de la myotonie. Alors, est-ce qu'on peut gérer la myotonie finalement grâce à des informations génétiques? Eh bien, la réponse, elle est oui, parce qu'on a finalement un gène avec 2 allèles possibles, un allèle grand A qui n'entraîne aucune anomalie et son allèle grand C qui, lui, entraîne l'anomalie. L'anomalie ne s'exprime que chez les homozygotes porteurs de l'anomalie et des 2 allèles grand C, grand C. Généralement, ces animaux-là soit meurent rapidement, soit sont euthanasiés parce qu'ils n'ont pas une capacité à vivre normalement. Alors, comment est-ce qu'on peut gérer ça? Eh bien, tout simplement en favorisant les croisements entre un reproducteur porteur sain, par exemple un étalon non porteur et une jument porteur sain, ou une jument non porteuse et un étalon porteur sain. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut chercher l'éradication systématique de ce gène grand C, ce qui serait vraiment même une erreur au niveau génétique, parce que très souvent, ces gènes délétères, ils s'accumulent en même temps que l'on sélectionne les bons gènes sur certaines aptitudes. Chez le New Forest, on sait très bien que l'on a mis en évidence ce gène-là chez un excellent reproducteur qui était Kangis Ronaldo et qui avait, en même temps qu'il avait accumulé les bons gènes en tant que performeur, il avait malheureusement aussi reçu un gène délétère qui faisait que lorsqu'on utilisait cet étalon hétérozygote avec malheureusement une autre jument hétérozygote, eh bien, on se retrouvait avec là une proportion très élevée d'individus qui n'étaient plus viables ou en tous les cas qui étaient très malades. Donc, grâce à la connaissance génétique, on va faciliter non pas l'éradication, ce qui est absolument gênant de vouloir une éradication, mais par contre, on va proscrire les accouplements qui seraient générateurs de l'expression létale du gène. Autre exemple que je vous ai pris, c'est est-ce qu'on peut prévoir la robe de son poulain avec le génotypage que l'on pourrait mettre en évidence grâce au puce SMP? Oui, bien évidemment. Je vous ai pris un exemple de coloration qui intéresse souvent les éleveurs de poneys, celles qui permettent la production de chevaux Isabelle ou de chevaux Palomino, voilà, et des chevaux crème. Eh bien, là encore, c'est le gène crème qui est à l'origine de ces robes si particulières. Lorsque ce gène crème est à l'état homozygote, il a une expression qui est complètement crème, mais quand il est à l'état hétérozygote, c'est lui qui permet l'expression de la robe Isabelle ou de la robe Palomino. Et donc, là encore, je vous ai remis la table de croisement qui fait que, selon l'utilisation de chevaux porteurs ou non à l'état homozygote ou à l'état hétérozygote du gène crème, eh bien, vous avez le pourcentage de chance d'avoir des animaux qui correspondent au patron que vous pouvez espérer. Alors maintenant, est-ce que ça va vous donner à 100% l'espérance d'avoir tel ou tel patron de robe?
Eh bien, je vais vous faire une réponse de Normand. Cela dépend en fait du patron que vous recherchez. Notamment si vous recherchez une robe Isabelle, c'est quand même la plus compliquée à gérer parce que vous voyez que si vous accouplez deux Isabelles entre eux, eh bien, OK, vous avez 50% d'avoir une robe Isabelle, mais vous avez aussi 25% d'avoir une robe normale, non diluée, c'est-à-dire par exemple alezan ou baie. Et puis, vous avez aussi 25% d'avoir un poulain qui soit complètement crème. Voilà. Donc, on sait prévoir tout ça. L'important étant, et bien évidemment, d'avoir le résultat des génotypes, ce qui permet vraiment d'affiner la connaissance des résultats. Voilà, j'en ai terminé avec la présentation. Je vous remercie pour votre attention.